Bonsoir, bienvenue à vous. C'est le grand dossier sur LCI, grand dossier consacré ce soir à ces rapports de plus en plus tendus avec les États-Unis. Comme toujours, Donald Trump est à l'offensive sur tous les fronts, politiques et économiques. Le président américain lance une nouvelle guerre commerciale ouverte en imposant, comme il l'avait annoncé, des droits de douane de 25% à l'Union européenne. Quelle riposte pour les Européens? Quel risque pour notre économie? Sébastien Lecornu, ministre des Armées, réclame une réaction ferme et proportionnée. François Hollande, ancien président, dit qu'il faut faire mal aux Américains. Est-on en train d'assister à la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue? D'allier les Américains sont-ils en train de devenir nos adversaires? Autant de questions que l'on posera avec nos invités. Mais d'abord, écoutez Donald Trump qui, comme toujours, donne le ton. A été créé pour entuber les États-Unis. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. C'est son but et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. Voilà pour ces déclarations choc auxquelles on s'habitue de Donald Trump. On en parle avec autour de la table colonel Michel Goya. Bonsoir. Merci d'être avec nous, consultant militaire LCI. À vos côtés, Christian de Boissieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je présente ce nouveau livre que vous publiez qui va... Dernier bébé. Dernier bébé. Il va bientôt sortir. C'est ça la semaine prochaine. Et ça s'appelle La nouvelle guerre des monnaies et ça paraît aux éditions Odile Jacob. Nous sommes aussi dans le sujet, vous voyez. On est en plein dans le sujet de la guerre commerciale et la guerre des monnaies. Avec nous également Samantha de Bendern, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Et enfin, Gérard Longuet, bienvenue à vous, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Merci d'être avec nous ce soir. Entre autres, bien sûr, dans toute votre carrière politique. Alors, vous venez d'entendre cette déclaration de Donald Trump, peut-être une réaction, tiens, Gérard Longuet. Comment est-ce qu'on réagit à des propos aussi virulents? Franchement, c'est vulgaire. C'est même dégradant pour les États-Unis. Je serais américain, le chef de l'État de mon pays s'exprimant de cette façon, c'est à peu près inadmissible. Bon, c'est une image dégradée des États-Unis, une image inquiétante des États-Unis. J'ajoute en plus que c'est faux, puisque l'Union européenne a été créée en partenariat avec les États-Unis dans les années 57 exactement, le traité de Rome, et pour poursuivre une coopération qui donnait de la résistance à l'Europe, territoire faible, face à la présence soviétique de l'époque. Christian de Boissieu, c'est vulgaire, ça... D'abord, je dirais, pour moi, c'est pas une surprise, compte tenu de ce qu'on a déjà entendu, et je pense qu'on entendra aussi d'autres choses de ce type-là. Sur le plan historique, l'Union européenne a été créée pour rétablir une paix durable entre la France et l'Allemagne au départ. Et alors, pas contre les États-Unis. Les Américains ont financé le plan Marshall après la guerre pour permettre à l'Europe de rebondir. La construction européenne s'est faite avec les Américains. Voilà, donc c'était complètement coopératif. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut riposter, trouver les bonnes réponses, mais pas au même niveau ou degré de vulgarité. Alors, Michel Goya, il y a Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui occupe la présidence tournante de l'Europe en ce moment, qui dit, effectivement, l'Union européenne n'a pas été créée pour entuber qui que ce soit, bien au contraire. L'Union européenne avait été créée pour maintenir la paix, c'est ce que vous avez rappelé, Gérard Longuet, pour instaurer le respect entre nos nations, pour créer un commerce libre, équitable et pour renforcer notre amitié transatlantique. Il est en train de faire voler en éclats tout ça, Donald Trump? Oui, d'une certaine façon, oui. Alors effectivement, ce que les Américains ne veulent pas, c'est d'une Europe politique, une Europe puissance qui pourrait être rivale. En revanche, nos zones de libre-échange, c'est très bien, ça leur convenait très bien, et effectivement, ils ont poussé à ça. Donc ce que dit Donald Trump, en plus d'être vulgaire et indigne, est complètement faux, comme souvent d'ailleurs. Maintenant, oui, en fait, Trump, il tire des balles dans les pieds des États-Unis, en fait, très largement. C'est-à-dire qu'au nom de gains à court terme, on va dire, de gains purement financiers à court terme, et
accessoirement hypothétique, il est en train de flinguer un certain nombre de choses. Alors, il n'aime pas les institutions internationales, il n'aime pas les organisations internationales, il ne connaît que les rapports, j'allais dire entre États, même pas les rapports entre chefs d'État. Mais là, il est depuis... Alors, il n'y a pas que ça, mais il est en train de flinguer la crédibilité des États-Unis comme alliés, la confiance qu'on peut avoir envers les alliés. Et ça, c'est des dégâts que les Américains paieront à long terme, parce qu'ils ont besoin. Et nous aussi. C'est l'objet de ce grand dossier, c'est de voir ils ont quand même aussi besoin, ils n'ont pas simplement besoin de marché éventuellement, mais ils ont aussi besoin d'alliés, de véritables alliés. Oui. Et là, on est en train d'avoir des adversaires finalement face à nous, en tout cas dans la façon dont il formule les choses, Donald Trump. Non, ce qu'il faut comprendre chez Donald Trump et chez ses alliés politiques, c'est que quand on voit les alliés politiques de Donald Trump en Europe, ce sont les partis souverainistes anti-Union européenne. Et ce qui fait, quand il fait ce genre de déclaration, alors est-ce qu'il y réfléchit ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'il a sorti parce qu'il sort souvent plein de choses sans trop y réfléchir, c'est qu'il va mettre de l'huile sur le feu des arguments des partis souverainistes qui se disent finalement, si on avait une relation bilatérale commerciale avec les États-Unis, on aurait sans doute un meilleur deal. C'est ce qu'il a déjà essayé de faire. Alors là les Britanniques en parlent beaucoup du fait nous, on ne va pas être traités comme les Européens. Ils se trompent complètement parce que la force de frappe des Britanniques hors Union européenne, elle est bien plus faible que la force de frappe de l'Union européenne. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, si vous voulez, le danger dans la rhétorique de Trump, c'est que non seulement elle est en train de briser le lien transatlantique, qui est vraiment le pilier de la sécurité européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce genre de rhétorique est aussi en train d'injecter un poison à l'intérieur de l'Union européenne. Et ce sont des paroles que tous les souverainistes vont reprendre pour leur compte, pour essayer d'argumenter qu'il serait mieux sans l'Union européenne. Est-ce que c'est si réfléchi que ça, finalement, cette déclaration vulgaire de Donald Trump, ou est-ce qu'il n'y a pas la volonté de détruire l'Union européenne ? Il y a la volonté sinon de la détruire, du moins de l'encadrer très fortement. Ce qui est terrifiant d'ailleurs, c'est que l'opinion américaine n'est pas révoltée. L'affaire de Panama, le Groenland, le Canada, on a des échos qui vont de 40 à 50% d'opinion favorable. Que Trump souhaite en effet paralyser l'Union européenne, c'est un défi formidable. On a de la chance parce que Tusk, que vous avez cité, qui est polonais, mais qui est modéré et européen, me paraît tout à fait capable de lancer des propositions. Au fond, la balle est dans notre camp. Ou bien nous sommes petits joueurs et pour être vulgaire, on s'écrase, ou bien nous profitons de cette occasion pour nous ressaisir et ce serait une formidable espérance. Moi, je pense que ce faisant, il s'enfonce un peu comme dans un édredon, excusez-moi de le dire. Le fait que l'Europe à 27, ça marche pas très bien, malheureusement, aujourd'hui. Et que nous sommes arrivés à la conclusion que si on veut avancer, il faut qu'on se bouge. Sur le plan économique, c'est le rapport Draghi qui montre qu'il faut qu'on se bouge. Si on ne bouge pas, on est mort. Et sur le plan politique, suite aux déclarations. Moi, je pense qu'on n'arrivera pas à se bouger à 27, pour des raisons d'unanimité sur un certain nombre de sujets importants, etc. Et donc, le débat auquel nous sommes confrontés, nous, Européens, c'est d'essayer d'avancer sur le plan économique et politique et de la gouvernance économique et politique de l'Europe, d'avancer avec les pays qui le veulent et qui le peuvent. Et je pense que là, Gérard a raison de rappeler que le Premier ministre polonais, à la différence de son prédécesseur, est résolument tourné vers l'Europe. Heureusement que le président de l'Union européenne aujourd'hui est tourné vers l'Europe, ce qui n'était pas vraiment le cas de son prédécesseur. Mais il y a quand même en Europe, il le sait bien, Trump, il y a des zones de fragilité par rapport à ces problèmes de savoir... Et c'est là où il appuie précisément. C'est là où il appuie précisément. Il appuie là où ça fait mal. Et comme vous le disiez... il profite au fond du fait que l'Europe malheureusement est divisée sur un certain nombre de sujets. Et aussi il s'attaque vraiment au cœur du sujet en menaçant une guerre commerciale, puisque les négociations commerciales se font au niveau de l'Union et pas au niveau de chaque pays. Il s'attaque au cœur du sujet et nous ne pouvons pas négocier individuellement, même pas ce que les Anglais appellent le fast track, un petit noyau dur de l'Union européenne ne pourra pas négocier sur les questions commerciales avec les Américains, parce que tout se fait au niveau de l'Union. Et je pense qu'en termes de matière commerciale, les petits pays, justement, qui parfois freinent un petit peu sur d'autres sujets, là, n'ont pas le choix que de se rallier à la volonté de la majorité, parce que
petits ne pèsent strictement rien. Même les grands pèsent pas grand-chose tout seuls, les petits encore moins. Donc moi je pense que pour les questions commerciales, c'est à 27. Mais j'espère qu'on est obligé de le faire légalement et c'est la seule opportunité de le faire. Alors, il l'avait annoncé, il le met à exécution, voulant imposer à l'Union européenne cette hausse des droits de douane de 25%. On écoute Donald Trump et on en parle juste après. En ce qui concerne les tarifs douaniers de l'Union européenne, Monsieur le Président, avez-vous pris une décision sur le niveau que vous souhaitez pour les tarifs douaniers dans l'Union européenne ? Nous avons pris une décision, nous l'annoncerons très bientôt et elle sera de 25% en général et cela concernera les voitures et d'autres produits. Kadi, on va faire un point avec vous. Donald Trump dit il profite de nous d'une manière différente que le Canada et le Mexique. À quoi fait-il allusion ? Alors oui, avec Donald Trump, il faut toujours rappeler les faits, c'est très important. Alors nous, on va bien comprendre avec ces cartes. Nous, les Européens, nous importons principalement, vous le voyez, de l'énergie aux Américains. Du pétrole, principalement, du gaz. Et de l'autre côté, nous exportons principalement des voitures, surtout les Allemands, des vins, des spiritueux ou encore des médicaments. Et Isabelle. Oui, alors Donald Trump a répété que le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Europe était de 300 milliards de dollars. Des données que la Commission européenne conteste. Où est le vrai ? Alors une mise au point est plus que nécessaire. Si on tient compte en fait du commerce des biens manufacturés, on a une situation qui est effectivement plus favorable du côté des Européens que du côté des États-Unis. Regardez, on leur vend plus que ce qu'on leur achète. Ça, c'est un fait. Regardez, c'est indéniable. Mais si vous prenez en compte les services, je parle du digital, du numérique évidemment, qui augmente de façon exponentielle, eh bien, c'est bien plus complexe que ce qui paraît, que ce qu'annonce en tout cas le président américain. La force des États-Unis, elle repose en fait dans les services. Regardez, ce sont des secteurs clés en technologie. Google, Amazon, Microsoft, qui domine l'économie américaine, elle est davantage orientée vers les services. C'est 77% du PIB des États-Unis. Tandis que l'UE, elle conserve un savoir-faire sur la base industrielle qui est beaucoup plus forte. Autant dire que la relation commerciale transatlantique est bien plus équilibrée que ce que dit le président américain. Les propos de Trump ont d'ailleurs franchement agacé du côté de Bruxelles. Isabelle, regardez bien ce que dit l'un des porte-parole de la Commission européenne. L'Union européenne a été une aubaine pour les États-Unis. L'Union européenne est le plus grand marché de libre-échange au monde. Bruxelles qui a d'ailleurs averti qu'il y aurait une réponse ferme et immédiate à de nouvelles taxes douanières. C'est en tout cas ce qu'affirme toujours la Commission européenne. C'est du vent pour Donald Trump, il s'en fiche complètement, avec un tantinet de mépris tout de même. Regardez ce qu'il dit quant à des représailles potentielles des Européens. Nous sommes la corne d'abondance, ce que tout le monde veut. Ils peuvent tenter des représailles, les Européens, mais ça ne marchera pas. Il suffit que nous n'achetions plus rien. Et si c'est ce qui se produit, eh bien nous gagnons. Gérard Longuet. Les Américains sont forts de la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, évidemment, musique, cinéma, film, vidéo, surtout du logiciel culturel, si on veut. Oui, mais en tous les cas, large. informatique, numérique, intelligence artificielle, et ce sont des groupes mondiaux qui d'ailleurs se sont ralliés dans les derniers jours à Trump et qui le laisseront tomber dès qu'il sera en situation de faiblesse. Mais ces gens-là ont besoin de clients et ils ont besoin de bons clients. Et nous sommes, l'Europe, nous, des bons clients. Et les Américains le savent. Donc les exportateurs américains n'ont pas forcément envie d'ouvrir une guerre avec l'Europe qui est pour eux un marché intéressant. Alors que vendre des produits, des automobiles américaines, ça ne correspond pas à notre marché, ça ne correspond pas aux règles du jeu local. Il y a des passionnés. Moi, j'ai une très belle Mustang, mais, d'accord, vous faites partie mais de 67, elle n'est pas toute jeune. Mais ce n'est pas ça qui fait la force des États-Unis. Vous l'avez rappelé, c'est une économie tertiaire, c'est la propriété intellectuelle. Le jour où la propriété intellectuelle saute, et notamment en Chine, les Américains se retrouvent, enfin les grandes entreprises américaines se retrouvent dépossédées. Et ça, elles vont réfléchir. La force des États-Unis, c'est aussi la prépondérance de leur monnaie, du dollar. Les États-Unis ont l'avantage de pouvoir financer leur déficit dans leur monnaie. Et quand vous avez un déficit... Ils font de la planche à billets. Quand vous avez un déficit que vous pouvez financer par votre banque centrale, la Réserve fédérale, vous n'avez pas les mêmes contraintes que les autres pays qui financent leur déficit
pas dans leur monnaie, dans la monnaie des autres. Deuxième remarque, ce débat sur équilibre, pas équilibre de la balance commerciale, biens, services ou tout, je veux dire, ça nous ramène en arrière au temps du mercantilisme. Les mercantilistes, alors ça date des années 1500, 1600, je ne sais plus exactement. Voilà, c'était l'idée qu'il fallait être équilibré toujours. Mais vous avez au monde une division internationale du travail. Chaque pays se spécialise dans ce pourquoi il est spécialement compétitif, les nouvelles technologies du côté américain, l'innovation, etc. Et qu'est-ce qui... Je veux dire, personne n'est obligé d'être à l'équilibre. Il y a des pays en excédent, des pays en déficit. C'est le monde comme il tourne moins bien, etc. Et cette volonté d'avoir un équilibre vis-à-vis de chaque contrepartie bilatérale, pays et chaque produit. Ça contraint énormément les échanges internationaux. C'est le contraire du multilatéralisme. Et pour qu'on voit... Je suis pas clair ? Si, non, mais bien sûr, mais mais il y a une vision très court-termiste de Donald Trump. Pourquoi les droits de douane ? Non, mais à grande échelle... Parce qu'il fait de la politique américaine. Non, mais attendez, mais vous allez voir, je voudrais défendre ici une thèse qui n'est pas tellement évoquée en ce moment. Alors, on écoute. La thèse qui est évoquée, c'est de dire il faut qu'on réagisse, il faut que le reste du monde réagisse. D'accord, il ne faut pas être naïf. Mais moi, je pense que les barrières aux initiatives de Trump viendront plus de l'intérieur des États-Unis que de l'extérieur. Je veux dire par là que les droits de douane, premièrement, vont faire monter les prix aux États-Unis. Vous allez avoir de l'inflation. Deuxièmement, les droits de douane sont utilisés par M. Trump pour baisser les impôts aux États-Unis, sur les ménages et sur les entreprises. Donc pour financer de la consommation, de l'investissement, qui à nouveau augmentera les prix. Donc je pense que le consommateur américain, je résume, est une sorte d'allié objectif de l'Europe et du reste du monde, parce que je reprends cette idée que compte tenu du fait que la gouvernance mondiale est au degré zéro aujourd'hui, compte tenu du fait que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est censée réguler et fixer les règles du jeu des échanges, est aux abonnés absents, je pense que les limites aux initiatives de Trump seront plus efficaces quand elles viendront des États-Unis que du reste du monde. On va en parler, mais sur ce changement de braquet total, sur cette façon d'aborder les rapports commerciaux, parce qu'il s'attaque évidemment à l'Union européenne, mais pas seulement. À tout le monde, en fait. À tout le monde. Non, mais il fait un état du monde en disant, voilà, où est-ce qu'on gagne de l'argent, où est-ce que la balance est excédentaire, déficitaire, et puis on règle. Alors on y rajoute quelques éléments un peu politiques. Quand il fait ça avec le Mexique, il y a la question de l'immigration qui rentre en jeu, avec le fentanyl, enfin, il mélange un peu tout, considérant que finalement, d'une certaine façon, c'est un peu une des seules armes dont il dispose d'exercer une pression commerciale un peu sur tout le monde. On parle de Taïwan aussi, enfin bon. Mais c'est une politique mercantiliste, effectivement. C'est un peu le contraire du libre-échangisme. Et ça nous ramène, d'une certaine façon, un peu aux années 30, où on a basculé d'une période de mondialisation au début du XXe siècle à une période de blocs, de sphères et de blocs. Éviter. Oui, non, mais ça se termine mal. Ça ressemble. Donc on est en période de démondialisation. En tout cas de fragmentation. De restructuration en bloc. C'est la question précisément que je voulais vous poser, Gérard Longuet. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue ? Sûrement pas. Je veux dire, sûrement pas, parce qu'il y a des lignes de force. Les lignes de force, c'est que les grands produits qui tirent l'économie mondiale sont des produits à très forte intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent pour les développer, et il faut les développer dans le monde entier, presque simultanément. Il y a là une formule américaine que je dirais en français, parce que mon anglais est pauvre, le gagnant prend tout. Et donc, le gagnant prend tout, voilà, dans le monde entier. Et donc les entreprises américaines, les fameuses GAFAM, qui sont d'ailleurs très présentes en France, qui travaillent chez nous, qui travaillent avec nous sans trop de problèmes, elles ont besoin d'une économie mondiale ouverte. Et ce seront je partage l'avis de Christian, ce sont les entreprises américaines qui vont taper sur l'épaule de leur président en disant bon, il faudrait peut-être arrêter les bêtises, parce que ils le diront plus poliment, mais plus respectueusement plutôt. Mais ils ont besoin d'un marché ouvert, tout comme nous. Tout comme nous, quand on fait des avions, on fait des avions pour le monde entier. Et quand ils font des logiciels, ils font des logiciels pour le monde entier. On est allé trop loin maintenant dans cette mondialisation pour... On est allé
c'est pas qu'on est allé trop loin, c'est que quand vous avez un bon produit, il devient mondial. Y compris je ne sais pas, le saké chinois ou indien. Enfin bon. Tout ça présuppose que les forces politiques et les électeurs reprennent un petit peu le droit à l'expression. Mais vont aussi suivre une logique. Si vous voulez, on voit dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans beaucoup de pays européens, par exemple, un retour du souverainisme, un retour aussi du concept d'autonomie stratégique. Et même en France, par exemple, quand on parle d'autonomie stratégique dans le domaine de la défense, on parle aussi de ne plus dépendre ni des Américains, ni par exemple des puces chinoises pour les drones, etc. Quand on parle aux agriculteurs, quand on parle à tout un tas de secteurs différents, dans le médical, pendant le Covid, on a vu aussi un retour au besoin de créer des masques en France, parce qu'on les importait tous de Chine. Donc je crois qu'il y a des tendances politiques qui sont contradictoires par rapport aux besoins économiques et aux réalités économiques qui font que nous sommes totalement impliqués les uns dans les autres économiquement. Mais par exemple, il y a des pays qui se suicident, comme mon pays, je suis britannique, vous ne savez peut-être pas, le Brexit est en train a vraiment détruit le tissu économique britannique, surtout pour les PME. Mais c'était un suicide politique et qui continue à avoir un soutien aujourd'hui, malgré les effets désastreux économiques. Malheureusement, la rationalité... c'est en général la France qui est déraisonnable et votre pays, Grande-Bretagne, qui totalement déraisonnable, qui est en général pratico-pratique et pragmatique. Et parfois même d'ailleurs un petit peu cynique. Là, il s'est trompé, pour une fois. Il s'est trompé à Munich et également avec Chamberlain, mais ceci est une autre affaire. Par rapport à ce que disait Samantha, pour moi, le débat est de savoir à quel niveau géographique on pose la problématique de l'autonomie stratégique. Et par exemple, pour nous, Européens, le débat est qu'est-ce qui doit être traité au niveau national et qu'est-ce qui doit être mis en commun à 27 ou à moins de 27. En matière de défense, quand on parle d'autonomie stratégique, je l'entends au niveau européen, malgré les difficultés d'aller vers une Europe de la défense. Et je voudrais dire un mot sur votre question tout à l'heure, démondialisation ou pas démondialisation. Parce que, d'accord avec Gérard, je pense que on ne reviendra pas à la situation, en tout cas pas tout de suite. Il faudrait un choc énorme. Je veux dire, il y a eu une première mondialisation à la fin du 19e siècle, 1880-1914, et qui a pris fin, cette période de mondialisation, sous deux chocs, la Première Guerre mondiale et la crise financière de 1929. Donc, moi, je ne souhaite pas, évidemment, qu'on ait des chocs comparables qui mettraient vraiment fin à la mondialisation. Ce qu'on voit, mon colonel, ce qu'on voit, c'est une fragmentation. Et la montée, on n'a pas parlé du Sud global, mais le Sud global est dans le sujet. Je veux dire par là que vous avez les BRICS, les pays émergents, se sont élargis, aujourd'hui ils sont 9 pays, et ça va à mon avis s'élargir. Le Sud global essaye de s'organiser, et en particulier, c'est abordé, excusez-moi, dans le livre que vous citiez sur la guerre des monnaies, il y a une contestation du dollar aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle va pas loin. Le dollar est prépondérant. Et Trump, je termine là-dessus, il veut un dollar dominant, et en même temps, il veut un dollar compétitif, qui ne soit pas trop élevé. Je ne sépare pas les problèmes de guerre commerciale et les problèmes de change, les problèmes monétaires, tout ça est lié. Alors, comment faire face à cette attaque en règle du point de vue économique de Donald Trump face à l'Union européenne? Quel moyen de riposte? On l'évoque dans un instant. Vous restez avec nous dans le grand dossier. À tout de suite. Le grand dossier toujours consacré à cette guerre commerciale que nous imposent les États-Unis par la voix de Donald Trump. On va voir à quoi pourrait ressembler la riposte européenne, les conséquences pour nous, pour nos économies. Évidemment, on continue d'en parler avec autour de la table Samantha de Bendern, avec Gérard Longuet, avec le colonel Michel Goya et Christian de Boissieu, bien sûr. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces droits de douane. Regardez ce que dit Donald Trump aujourd'hui, le président américain, sur son réseau Truth Social, où il fait de nouvelles annonces jusqu'à ce que le fléau du fentanyl, ça c'est la drogue, cesse ou soit sérieusement limité. Les tarifs proposés qui doivent entrer en vigueur le 4 mars
entreront effectivement en vigueur comme prévu. Il y avait eu un petit moment de délai et finalement Donald Trump dit allez, ça suffit, ça fonctionne pas, donc j'applique les droits de douane comme je le souhaite. Et en ce qui concerne la Chine, il dit la Chine se verra également imposer un tarif supplémentaire de 10% à cette date. Et puis écoutez ce qu'il dit concernant l'Union européenne cette fois. L'Union européenne est un cas différent de celui du Canada. Ils profitent de nous d'une manière différente. Ils n'acceptent pas nos voitures, ils n'acceptent pas essentiellement nos produits agricoles. Ils invoquent toutes sortes de raisons pour ne pas le faire. Alors, on va voir tout ça en carte. Vous venez avec moi, Christian de Boissieu, je vous emmène un peu comme un professeur au tableau et on va regarder... Je le suis moi-même. Hein. Précisément, c'est bien pour ça qu'on a besoin de vos lumières. Alors voilà, déjà ce qui concerne le Canada et les États-Unis. Alors il y avait une petite pause d'1 mois, c'est ça ? Oui. Et puis là, finalement, 4 mars, donc la semaine prochaine... A priori, on n'est pas encore le 4 mars, mais je doute que quelque chose se passe d'ici le 4 mars, puisque l'argument qui est avancé, quand on lit les dépêches, c'est la drogue. Il ne parle plus tellement de l'immigration. Enfin... Non, il a donné l'argument du fentanyl, mais ça veut dire qu'il espérait des résultats très très rapides, hein, parce qu'en 3 semaines, on ne peut pas... Ça veut dire que c'est sans doute un prétexte et qu'il voulait imposer ces... Je répète que ce sont des droits de douane supplémentaires par rapport à des droits de douane qui existent déjà. Oui. Donc on rajoute quelque chose à ce qui existe. Et ça va être vrai vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, etc. Alors justement, regardez, pour la Chine, et ça c'est intéressant de voir aussi, donc 10 à 15%, et la Chine... 20%. On va vivre dans un monde... Moi, ce qui m'effraie dans tout ça... Alors, on oublie un peu trop facilement l'Afrique. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi des pays émergents ou des pays en développement. Parce que précisément, là, il n'en parle pas. Non, il n'en parle pas, mais moi, je passe une partie de ma vie en Afrique et, je veux dire, les Africains, légitimement, ils se demandent à quelle sauce ils vont être plongés. On peut en parler si vous voulez, mais pendant qu'on est juste sur cette carte-là, la réaction de la Chine, en fait, c'est d'égal à égal. Vous nous imposez ça, on vous fait la même chose. Oui, c'est un peu mécanique, mais ça veut dire quoi ? On a parlé tout à l'heure des années 1930. Quand vous êtes dans un scénario, celui-là, qui devient la réalité, où le protectionnisme se répand, chacun réagit à des droits de douane par d'autres droits de douane, ça se termine pas bien parce qu'à la fin de la journée, comme on dit, il n'y a que des perdants. C'est l'escalade. Il n'y a que des perdants, y compris les pays qui ont été à l'origine de la première vague. Alors les autres réagissent deuxième vague, etc. C'est un jeu sans fin. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre dans le système. Je parlais de l'Organisation mondiale du commerce. Il faudrait que quelqu'un sorte le sifflet. Il faudrait qu'il y ait un arbitre, comme au football, comme dans les sports, qui siffle non pas la mi-temps ou la fin du jeu, mais qui puisse dire qui respecte ou qui ne respecte pas les règles du jeu. Il n'y a plus d'arbitre dans le système. Alors, regardez la dernière carte, et ça, c'est l'Union européenne, dont vous voyez que la flèche ne va que dans un sens, parce qu'on attend... La réponse de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut répondre ? On peut répondre par des droits de douane, mais ça va dans le sens que j'aime pas beaucoup, c'est-à-dire, je répète, on est dans cette logique ou illogique du protectionnisme qui s'affirme, et je répète, chacun croit être gagnant à court terme, mais finalement tout le monde est perdant à long terme. Donc il faut qu'on soit intelligent. On ne peut pas exclure cette hypothèse pour les Européens. Il faut qu'on soit intelligent et qu'on trouve la bonne parade. Je vous donne un exemple de parade. On parlait de défense et des dépenses de défense. Les pays européens vont renforcer leur effort de défense, mon colonel. Vous le dites chaque fois que vous l'entendez et vous avez raison. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ces efforts supplémentaires de défense aillent nécessairement vers des achats de matériel américain. Je termine. Oui. En 1933, les Américains ont fait voter un texte, juste avant, je crois, l'arrivée de Roosevelt, ce qu'ils appellent le Buy American Act. Le Buy American Act, ils doivent acheter un certain nombre de produits américains. Oui. Nous, par exemple, dans le domaine de la défense ou d'autres domaines, il faudrait qu'on adopte au niveau européen un Buy European Act. Si on est là-dedans, il faut qu'on trouve des ripostes qui ne soient pas nécessairement... réciproque ou symétrique. On fasse preuve d'intelligence. Voilà. Merci Christian de Boissieu. Alors Gérard Longuet, comment est-ce qu'on peut faire preuve d'intelligence pour trouver la riposte qui n'entraînerait pas cette escalade qu'évoque Christian de Boissieu ? D'abord, il faut du sang-froid. Il faut du sang-froid parce que nous avons devant nous quelqu'un d'imprévisible, de turbulent, qui multiplie les allers-retours de déclarations contradictoires. Je crois qu'il faut exactement faire le contraire, c'est-à-dire avoir une attitude européenne qui est très claire. Bon, vous nous déclarez la guerre. Les droits de douane, ce n'est pas une affaire principale parce que vous serez abandonnés par vos consommateurs qui ne veulent pas payer plus cher et vous serez abandonnés par vos producteurs
consommateurs américains, producteurs américains. Les uns veulent acheter bon marché, consommateurs, et les autres veulent vendre dans le monde entier, les producteurs. Donc vous allez... Ça, c'est votre problème et vous réglerez la note aux élections de mid-term, c'est-à-dire dans un an et demi. Hein. Oui, enfin, ouais, c'est ça. Et puis, deuxièmement, et je crois que c'est la question essentielle, reprendre le dossier de la défense européenne. Parce que ce qui nous affaiblit vis-à-vis des États-Unis, c'est qu'un certain nombre de pays européens considèrent que seuls les États-Unis peuvent les défendre. Trump apporte la démonstration qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis. Tirons-en ensemble les conséquences. Oui, alors, première remarque, effectivement, quand on regarde la carte et qu'on cumule tout ce que ça représente, en fait, c'est peut-être 80% du commerce. Vous allez prendre 20% de plus pour 80% des importations américaines. Un téléphone va finir par coûter combien si on taxe à chaque fois tous les... Non, mais encore une fois, ça veut dire 20% pour le consommateur américain, d'un seul coup, qui tout ce qui est importé va prendre 20%. De la Chine. Donc ça, c'est évidemment considérable. Et puis, deuxième élément, oui, on parlait des négociations qui doivent se faire nécessairement au niveau de l'Union européenne pour le commerce, oui, mais vous avez des achats stratégiques, effectivement, notamment en matière de défense, qui relèvent quand même des États. Et ces achats pour l'Union européenne, par exemple, le matériel américain, c'est 55% des équipements des armées européennes sont achetés aux États-Unis. Bon, notamment les F-35. Et notamment le marché majeur, le F-35, qui est colossal comme marché. Il suffit de dire, écoutez, finalement, le F-35, peut-être pas. Et là, oui, ça peut peser très lourd, effectivement, dans l'échange. Le docteur Laurent Alexandre, fondateur et développeur de Doctissimo.fr, est avec nous. Docteur, je vais vous faire réagir d'abord à une réaction de François Hollande. C'était tout à l'heure au Salon de l'Agriculture, mais vous vouliez ajouter quelque chose, Samantha de Bender? Non, je voulais rajouter qu'en termes de comment réagir, il y a les États qui vont réagir. Il y a l'Union européenne, il y a des mécanismes qui existent, soit via l'OMC, soit des mécanismes propres à l'Union européenne, mais les entreprises aussi peuvent réagir de leur façon. Et quand on exporte vers les États-Unis ou quand on importe un bien, c'est pas forcément le lieu physique d'origine du bien qui est toujours pris en compte. Il y a aussi ce qu'on appelle les règles d'origine. Donc quand vous importez, par exemple, un téléphone ou bien une voiture, selon l'origine des composants de cette voiture, le bien peut être requalifié comme venant d'un endroit ou dans un autre. Et des entreprises européennes, déjà avant, commençaient à réfléchir à l'endroit où ils pouvaient exporter leur production pour justement faire ce qu'on appelle alors c'est pas de la triche sur les tarifs, mais essayer d'échapper à ces tarifs. Et je pense que beaucoup d'entreprises, alors c'est pas illégal, mais réfléchissent au meilleur endroit où produire pour se protéger contre cette avalanche de tarifs des États-Unis. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est quelque chose qui va durer 4 ans ou est-ce qu'on est entré dans un nouveau monde comme la question? C'est le fond du problème. Et c'est le fond du problème. Alors, dans les idées de riposte, écoutez celle de François Hollande. C'était ce matin au Salon de l'Agriculture. Face à ce qui est une offensive commerciale de Donald Trump, il va falloir être très ferme, très dur. Ça veut dire qu'il va falloir nous aussi, et quoi qu'il nous en coûte, mettre des droits de douane sur les produits américains. Nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Laurent Alexandre, on a les moyens d'entrer dans ce rapport de force comme le préconise l'ancien président? Non. Pour 2 raisons. Beaucoup de pays européens sont totalement dépendants des États-Unis en matière militaire. Il ne faut jamais oublier que les F-35 polonais, par exemple, ne peuvent pas décoller totalement librement. Il y a des clés numériques qui dépendent des Américains, donc ils sont dépendants et ils vont avoir peur de s'opposer aux grands frères américains. D'autre part, la croissance européenne par habitant, la croissance du PIB est depuis 2008 4 fois plus faible qu'aux États-Unis. Le protectionnisme, la guerre commerciale entraîne toujours une baisse de la croissance économique. Aux États-Unis, ce ne sera pas dramatique puisque les États-Unis croissent 4 fois plus vite, comme je le disais, que l'Europe. En revanche, en Europe, toute baisse de la croissance nous fera arriver à une croissance nulle au moment où nous devons massivement réarmer et passer de 2 à 3% du PIB européen en termes d'efforts militaires, ce serait absolument catastrophique. Donc nous ne sommes pas égaux.
face aux États-Unis pour des raisons militaires, parce que notre croissance est déjà très faible et que la guerre commerciale aggraverait cette situation. Et puis, il y a une autre dépendance dont on n'a pas parlé, c'est notre dépendance extrême au numérique américain. En matière de puces, en matière de cloud computing, en matière d'intelligence artificielle, notre dépendance est totale. Si les Américains coupent le lien entre les GAFAM et l'Europe, l'Europe s'effondre économiquement. Sans Google, l'Europe meurt. Sans les puces Nvidia, l'Europe meurt. Sans le cloud américain, l'Europe meurt. Notre dépendance numérique et de plus en plus notre dépendance en matière d'intelligence artificielle fait qu'en réalité, nous sommes dans la main de Trump et donc notre pouvoir de résister à cette guerre commerciale est extrêmement faible. Et plus l'intelligence artificielle progresse, et elle progresse de semaine en semaine, en ce moment, la nouvelle version de ChatGPT sort ce soir à 21h, plus l'intelligence artificielle croît, plus notre dépendance aux États-Unis devient catastrophique compte tenu des 10 à 15 ans de retard que l'Europe a en matière numérique et en matière d'intelligence artificielle. Perspective très sombre, là. Non, mais j'entends tout à fait ce que dit Laurent Alexandre, mais j'en tire des conclusions différentes. Je veux dire par là que, certes, nous sommes dans la main des Américains pour les raisons qu'il évoque. Mais justement, c'est pour moi une des raisons pour mettre rapidement en œuvre une partie des conclusions du rapport Draghi de septembre dernier. Certes, la croissance américaine en 2024-2025 est autour de 3% par an, et nous, on se traîne en moyenne à 1%, donc il y a cet écart de croissance. Mais je répète, moi j'en tire la conclusion que sur un certain nombre de sujets, alors c'est ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux en Europe, essayer d'aller vers une Europe plus intégrée du point de vue financier, c'est modifier notre politique de la concurrence, c'est développer la recherche, l'innovation, etc. Donc, cher Laurent, moi je ne baisse pas les bras. Nous sommes... Il y a cette asymétrie, mais il faut se donner les moyens de la réduire. Et Gérard Longuet, le gouvernement non plus ne baisse pas les bras. Sébastien Lecornu dit qu'il faut répliquer à la même hauteur que les États-Unis. Éric Lombard, le ministre des Finances et de l'Économie, dit si les Américains maintiennent des hausses de droits de douane, ce qui était annoncé, l'Union européenne fera de même. Oui, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est le long terme. C'est prendre en main le sujet de la défense, qui est le plus paralysant, et le prendre en main avec des règles qui nous libèrent de l'unanimité européenne. Aujourd'hui, il est très difficile de prendre une décision parce qu'un pays peut bloquer tous les autres. Bien, la Hongrie l'a fait en son temps. Si nous avons une unité de décision, il sera beaucoup plus facile de répondre en étant crédible rapidement. On n'est pas obligé de faire du Trump, qui n'est pas la bonne solution. Dans ces affaires de hausse de douane, il n'y a que des perdants. Et nous avons un allié objectif, c'est le consommateur mondial. Et un deuxième allié plus modeste, c'est le producteur mondial. Il faut simplement pouvoir prendre des décisions. Et en Europe, on parle longtemps, on commande beaucoup et on décide rarement. On va en parler des consommateurs, mais peut-être une... Non, juste là où je suis entièrement d'accord avec Laurent Alexandre, c'est notre dépendance dans le numérique. C'est que toute notre vie est régie par Microsoft, par les réseaux sociaux, tout le cloud, tout le stockage de données de toutes vie économique, vie personnelle, hein, c'est vraiment vie économique, vie personnelle, vie gouvernementale. On a tout donné à ces GAFA. Alors, il y a certaines petites entreprises, il y a quelques petites entreprises européennes qui proposent des solutions de stockage, des solutions de cybersécurité, mais on a tout donné aux Américains. Et c'est là que, excusez-moi, ils nous tiennent par... Pas par la main, en tout cas. Pas par la main, voilà. Et donc, et c'est le grand problème. La seule chose qu'il faut quand même se tenir compte, c'est que les tarifs que propose Trump sur l'acier et sur l'aluminium vont faire très très mal aux producteurs américains, vont faire très très mal à ceux qui ont voté pour Trump. Par exemple, à Detroit, les producteurs de voitures constructeurs de voitures vont être pénalisés. Vont faire mal à Boeing, par exemple. Et alors, l'argument de Trump, c'est qu'on va se réorienter sur une production nationale, mais les prix vont augmenter chez les producteurs nationaux aussi. Et c'est là qu'il faut espérer un peu de pression. Et il le sait bien, Donald Trump. Regardez ce qu'il dit. Il parle de cet âge d'or dont il parle depuis un moment. Ce sera l'âge d'or pour les États-Unis. Est-ce que cela va faire souffrir ? Oui, peut-être.
et peut-être pas, mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et cela vaudra le prix qu'il faudra payer. Alors qu'en pensent les Américains? On va voir ça avec Justine Jankowski. Merci d'être avec nous, notre envoyé spécial à Washington. Donald Trump, on le sait, va très vite depuis le début de ce mandat, de quoi donner le tournis. Est-ce que les Américains sont vraiment prêts à payer ce prix-là? Donald Trump, lui, il est très confiant, mais les Américains, un peu moins. C'est vrai qu'on les sent de plus en plus inquiets. Ça, comment on le sait? C'est grâce à l'indice de confiance des consommateurs. Vous savez, c'est un sondage en fait qui demande aux Américains comment ils voient l'évolution de l'économie du pays. Et bien, selon les derniers chiffres, cet indice, il a chuté en février. Pourquoi? Parce que les Américains, ils anticipent une hausse des prix à cause de ces droits de douane. Et d'ailleurs, on a un peu du mal à savoir quand est-ce qu'ils vont arriver, puisque Donald Trump donne des dates différentes. Hier, en réunion dans son cabinet, il disait qu'il allait commencer à taxer les produits mexicains, canadiens, chinois à partir du 2 avril. Ce matin, il rectifie, il parle du 4 mars. Donc forcément, les consommateurs américains ont un peu du mal à s'y retrouver. Surtout qu'ils ont une autre source d'inquiétude, c'est l'inflation qui ne baisse pas. Au contraire, ça se ressent directement dans le portefeuille des Américains sur les biens de consommation du quotidien et notamment sur les œufs. Ici, tout le monde en parle. Vous savez, le prix des œufs a explosé. Il y a des pénuries partout. Nous, on a du mal à en trouver à Washington, à tel point que les autorités envisagent même d'importer des œufs d'autres pays. Merci beaucoup, Justine Jankowski, en direct de Washington. Et regardez ce sondage sur ces Américains dont Justine nous parlait, qui sont très inquiets des conséquences de cette politique douanière. 19% d'entre eux s'attendent à des conséquences positives, contre 50% qui s'attendent à des conséquences négatives. En ce qui concerne les producteurs américains, 66% vont souffrir de l'augmentation du coût des matériaux. C'est ce que dit encore ce sondage. 69% s'attendent à ce que d'autres pays prennent des mesures de rétorsion. Et puis 45% s'attendent à des pénuries de marchandises. On parlait des œufs tout à l'heure avec Justine Jankowski. Donc là, ça va être compliqué pour Donald Trump. C'est ce que... je disais tout à l'heure, et il me semble que je suis confirmé, en tout cas pas infirmé par ces résultats, c'est que la limite à Trump, ou les limites, viendront plus de l'intérieur des États-Unis que de l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire nous aussi. Nous sommes un peu puissants, je dis un peu impuissants plutôt. La gouvernance mondiale est très faible, le G7 sert à rien en ce moment, le G20 pas tellement plus. Les organismes internationaux, je parlais de l'OMC, aux abonnés absents. Et donc je pense que c'est ça qui va freiner. Et n'oubliez pas que lors de la dernière élection présidentielle, une partie des électeurs ont aussi reproché aux démocrates, à Mme Harris, en l'occurrence, l'inflation qui avait eu lieu. Donc l'inflation n'a pas été le seul facteur rétrospectivement de l'élection de M. Trump, mais ça a joué un rôle. Et je pense qu'on le verra au mi-terme. En 2026, alors d'ici 2026, il peut se passer beaucoup de choses du côté de l'économie mondiale. Laurent Alexandre parlait de la croissance tout à l'heure. Moi, tout ça, je pense que ça va être un vrai frein sur la croissance mondiale, et je pense que les pays du Sud, je parlais de l'Afrique tout à l'heure, mais les pays du Sud, par exemple, les pays africains vont indirectement beaucoup souffrir de ce qui se passe. On n'en parle pas, personne n'en parle. Mais heureusement, vous en parlez. Non, mais ça intéresse personne, parce qu'il va y avoir, à mon avis, probablement une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. En tout cas, pas une baisse. La Réserve fédérale va être extrêmement prudente compte tenu de l'inflation dont on parle. Bon, le dollar peut monter, les capitaux vont fuir l'Afrique et les pays émergents pour aller à New York. Et donc, nous sommes dans le même bateau, si je puis dire, y compris les pays du Sud. Laurent Alexandre, inquiétude des consommateurs américains, est-ce que les consommateurs français doivent être inquiets également? Alors, on ne connaît pas, comme le disait Christian de Boissieu, le timing des droits de douane réciproques entre l'Union européenne et les États-Unis. Le calendrier est très très flou. En plus, Donald Trump est très malhonnête. Il explique que les droits de douane par rapport au Canada, c'est à cause du fentanyl. Or, la réalité, c'est que les flux de fentanyl des États-Unis vers le Canada sont supérieurs de très loin aux flux de fentanyl du Canada vers les États-Unis. Donc, le trafic de drogue opiacée, en réalité, ce sont les Canadiens qui devraient se fâcher parce que c'est eux qui en reçoivent énormément des États-Unis et beaucoup plus qu'ils en envoient. Donc, moi, je pense qu'à court terme, il faut avoir une stratégie raisonnable, pragmatique. Il faut garder la tête froide pour éviter une guerre commerciale qui serait catastrophique pour tout le monde. Mais le vrai enjeu, c'est de recouvrir une autonomie
autonomie militaire, une autonomie industrielle, de la croissance et puis une autonomie numérique. Et Christian de Boissieu n'a pas forcément compris ce que je voulais dire tout à l'heure. Je ne suis pas du tout pour abandonner la partie. Mais si nous voulons jouer la carte de l'autonomie technologique, numérique, stratégique, il va falloir beaucoup investir. La Silicon Valley, en 2025, investit 360 milliards de dollars dans la recherche et le développement en intelligence artificielle. 360 milliards de dollars. Ce sont des sommes énormes. L'Europe investit quasiment rien. Donc si nous voulons retrouver notre autonomie, si nous voulons suivre la voie qui a été tracée par le rapport Draghi et par ce que propose Christian de Boissieu, il va falloir beaucoup travailler. Notre dépense de recherche en Europe, elle est faible. Par exemple, la France n'investit que 2,2% en recherche et développement, ce qui est beaucoup moins que les États-Unis. Et en plus, notre dépense de recherche et développement en Europe, elle est centrée sur les vieilles industries, sur la branche mécanique, alors qu'aux États-Unis, 85% de la recherche et développement, elle est en biologie, en génétique, en intelligence artificielle et en numérique. Merci. Les États-Unis investissent en recherche beaucoup plus que nous. Et dans les industries du futur, nous investissons en recherche beaucoup moins que les Américains et sur des industries en train de clapoter qui ne sont pas des industries d'avenir. Donc il y a un côté suicidaire dans la stratégie industrielle, dans la stratégie numérique de l'Europe. Si nous voulons peser et éviter d'être le paillasson des États-Unis en matière militaire par rapport à l'Ukraine et en matière de guerre commerciale, il va falloir croître plus vite, il va falloir sortir des fantasmes décroissantistes qui ont tant affaibli l'Europe depuis 20 ans. Nous ne pouvons pas redevenir autonomes si notre croissance reste si faible. Donc il y a un volet à court terme, calmer le jeu. Il y a un volet à moyen-long terme, investir. Et l'effort, il est absolument considérable, car nous avons pris un retard que l'opinion publique française ne réalise pas, notamment dans la filière numérique et intelligence artificielle. Notre retard mettra des décennies avant d'être corrigé. C'est dire s'il va falloir aller vite. Et pardonnez-moi, mais on doit aller vite aussi dans notre émission. Merci beaucoup, Laurent Alexandre, pour toutes vos précisions. Vous restez avec nous. Il était beaucoup question d'armement, évidemment, parce qu'il va falloir être prêt militairement. On en parle dans un instant dans la dernière partie du grand dossier. À tout de suite. Le grand dossier toujours consacré ce soir à ces rapports de plus en plus tendus avec les États-Unis. On a évoqué ensemble cette guerre commerciale que Donald Trump a lancée. Donc sur le plan commercial, indéniablement, les liens se distendent sérieusement, en tout cas pour l'instant. Et puis sur le plan militaire et politique, les nuages s'amoncellent aussi. Donald Trump a réaffirmé que l'Ukraine n'aurait jamais sa place dans l'OTAN. Quelles concessions souhaiteriez-vous voir de la part de la Russie ? Je ne veux pas commencer tout de suite. Mais je peux vous dire que vous pouvez oublier l'OTAN. Je pense que c'est probablement la raison pour laquelle tout cela a commencé. Gérard Longuet, fin de non-recevoir, l'Ukraine, ça n'ira jamais dans l'OTAN. L'OTAN existe parce qu'il y avait un ennemi commun, l'Union soviétique. L'Union soviétique n'existe plus. Force est de reconnaître que nous n'avons pas été en mesure, nous les Européens, ou les atlantistes si on veut, de trouver des relations qu'on a durables avec la Russie. Est-ce le fait de la personnalité de Poutine ? Certainement en partie. Pas seulement. On parlait du multilatéralisme, oui, l'OMC était aux abonnés absents. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été aussi aux abonnés absents lorsque certaines décisions ont été prises en dépit du veto de tel ou tel pays. Et ce jour-là, le multilatéralisme, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble pour trouver une solution, a quand même reculé de 3 cases. Et les partenaires sont devenus différents. Et aujourd'hui, on a en effet un partenaire qui, le 24 février, il y a 3 ans, a décidé d'envahir l'Ukraine. Est-ce que c'est une invasion ou est-ce que c'est un coup de poker qui a foiré ? Les historiens le diront et l'écriront. Moi, j'étais complètement bluffé en allant à Kiev en avril 24, donc il y a 3 ans, donc 22, complètement bluffé par l'organisation militaire ukrainienne et la certitude qu'ils avaient de pouvoir résister
Bon. Et ils en ont apporté la démonstration de pouvoir résister alors qu'il y a à peine 40 millions d'habitants contre un pays qui a théoriquement plus d'1 million de soldats. Aujourd'hui, la place dépend de la façon dont la Russie traite l'Europe. Et l'OTAN risque de changer si la Russie traite l'Europe avec désinvolture et mépris. Et je pense, et sans le soutien américain, nous serons obligés de prendre nos responsabilités, nous, Européens. Ce que je souhaite. Je terminerai par cette formule simple. Il faut simplement une autorité pour décider. En matière militaire, tout est possible, sauf l'hésitation. Et pour ça, il faut une mécanique de décision politique capable de définir l'ennemi et la façon de le combattre. Et on ne l'a pas aujourd'hui. Il faut une cohésion entre 27 pays. Oui, il ne faut pas être à 27. Il faut être moins nombreux. Précisément. Non, mais bien sûr, mais l'OTAN, c'est une machine anti-européenne. Là, on parlait de Trump disant que l'Union européenne était une machine anti-américaine, ce qui est faux. En revanche, que l'OTAN a été instrumentalisée comme organisation pour empêcher aussi que les Européens s'organisent de manière autonome. Je veux dire, on en était content au moment de l'Union soviétique, mais en même temps, adapté après. Voilà. En même temps, victime assez consentante pour la plupart de ces pays européens. Mais maintenant, oui, effectivement, après la fin de l'Union soviétique, on aurait dû certainement se poser la question, on dit, bon, finalement, est-ce qu'on a besoin, est-ce que les Américains, est-ce qu'on a besoin d'être là, finalement, en Europe? Bon, maintenant, c'est passé, et on est surtout dans la situation actuelle où on a effectivement cet allié américain indispensable qui, est en même temps, fait défaut. Et qui nous dit clairement, maintenant, c'est à vous de garantir la sécurité de l'Ukraine. Écoutez. La sécurité de l'Ukraine, non. Eh bien, je ne vais pas donner au-delà de ces garanties de sécurité. Nous allons demander à l'Europe de le faire, parce que l'Europe est leur voisin immédiat. Mais nous allons nous assurer que tout se passe bien. Moi, je pense... bref... Je pense qu'il faut donc que nous augmentions tous en Europe les budgets de défense. C'est ce que fait la Grande-Bretagne, déjà. Je termine juste ma phrase. Oui, mais... en faisant sortir les dépenses de défense, comme on en parle depuis des années, mais ça va devenir concret, du calcul des fameux 3% de déficit public et du calcul du ratio de dette publique, ça c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également trouver le moyen de mutualiser peut-être pas à 27, mais un certain nombre de pays, les dépenses de défense, en lançant un deuxième emprunt. Il y a eu un premier emprunt mutualisé face au Covid en 2020, 750 milliards d'euros, qui n'ont pas été malheureusement tout dépensés. Et donc le fait que ce premier emprunt n'ait pas été totalement dépensé, ça rend plus difficile le fait de passer rapidement au deuxième. Mais il faut le faire parce que, je répète, la contrainte financière est forte au niveau de beaucoup de budgets d'État. La France a très peu de marge de manœuvre budgétaire. Il faut financer aussi la transition écologique, etc. Donc, les deux voies, sortir les dépenses de défense du calcul des normes européennes et deuxièmement, mutualiser un certain nombre d'emprunts au niveau de l'Europe. Samantha de Bendern. Oui, je sens vraiment le besoin de rectifier certaines choses qui ont été dites sur l'OTAN et sur l'invasion de l'Ukraine. On ne va pas se poser la question de savoir si la Russie a envahi l'Ukraine ou si c'était un coup de poker. La Russie a envahi l'Ukraine. De fait, oui. Il n'y a pas de qualification, il n'y a pas d'autre chose à dire. Avec cette conquête de 3 ans de guerre. Quant à l'OTAN et l'effondrement de l'URSS. En effet, quand l'URSS s'est effondrée, la question s'est posée, même au sein de l'OTAN. J'y travaillais, donc j'étais directement témoin de toutes les discussions qui ont eu lieu. Et puis, la question c'était, mais est-ce que la Russie qui va sortir de cette URSS effondrée va être amie ou ennemie ? Et est-ce que d'autres risques à la sécurité mondiale existent, terrorisme, problèmes environnementaux, etc. Et donc, il y a des initiatives qui ont été proposées par l'OTAN. D'abord, tout particulièrement vis-à-vis de la Russie, faisons un partenariat pour la paix. Essayons de coopérer sur la construction d'un espace de sécurité euro-atlantique qui engloberait la Russie. Et d'ailleurs, la Russie est un des premiers pays signataires du partenariat pour la paix. La coopération OTAN-Russie s'est renforcée en 1997 avec la création du Conseil OTAN-Russie et reconfirmée en 2002 par au sommet de Lisbonne de chefs d'État, signé par Poutine lui-même sur la coopération sur les matières de sécurité entre l'OTAN et la Russie. Et là, l'orientation était vraiment sur le combat contre le terrorisme. Donc arrêtons de dire que l'OTAN a repoussé la Russie, a été hostile vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas vrai.
Pendant ce temps, la Russie a continué à menacer et envahir ses voisins. Pendant ce temps, les pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie et de l'ex-URSS, certains ont demandé à faire partie de l'OTAN parce qu'ils avaient peur d'une montée d'une Russie qui pourrait les envahir. Aujourd'hui, les pays baltes, par exemple, sont tout à fait clairs sur le fait que s'ils ne faisaient pas partie de la Russie, ils auraient été depuis depuis très longtemps envahis par la Russie. Donc ça, c'est quand même très important, je trouve, de le rappeler. Alors, est-ce que l'OTAN a empêché la création d'une défense européenne ? Qu'est-ce que l'Europe aurait fait sans l'OTAN ? La question c'est de se poser, qu'est-ce que l'Europe aurait fait sans les États-Unis ? Regardez la difficulté que nous avons aujourd'hui depuis 3 ans face à une menace américaine, une menace russe, face à la menace d'un nouveau mandat Trump. L'Europe peine à se réveiller aujourd'hui parce que les États-Unis se montrent hostiles vis-à-vis de nous. Je ne pense pas que pendant toutes ces décennies de paix en Europe, il aurait été possible de créer une défense européenne parce que le besoin ne se serait pas fait sentir. Et l'OTAN a rempli une fonction, a permis aux pays européens de dépenser beaucoup moins sur leur défense et à dépenser de l'argent ailleurs. Donc je pense que dire que l'OTAN était hostile à l'Europe... C'est très compliqué à entendre parce que la plupart des pays de l'OTAN sont des pays européens qui étaient très contents d'avoir leur parapluie américain. Victime consentante. On arrive à la fin du grand dossier. Est-ce que les Américains, nos traditionnels alliés, sont en train concrètement de devenir des adversaires ? Non, on n'est pas là. Mais et puis d'abord, face aux États-Unis, alors c'est d'un point de vue militaire, en général, il suffit d'attendre. Il suffit de résister. Quand on est menacé ou en guerre contre les États-Unis, il suffit de résister. C'est pas facile, mais si on attend suffisamment longtemps, la politique finit par changer aux États-Unis. En matière économique, et en matière, voilà, on est sensiblement dans la même situation. Je veux dire, il y a le jeu normal de la concurrence. Mais concurrence loyale. Et là, on va vers un système de concurrence qui ne va pas être loyal. Maintenant, oui, il y a un gros défaut sur la crédibilité américaine. Non, sur le long terme, nous avons une proximité culturelle qui ramènera... Mais c'est en effet parfois un petit peu long. Il faut se souvenir que... Enfin bon, non. Alors, il y a eu d'autres crises dans le passé. d'un mot. Allié ou adversaire ? En 1940, c'était pas un bon Alors, la grosse question, c'est avons-nous une proximité culturelle avec les États-Unis ? Et franchement, je ne suis pas si sûre.